Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que la santé de vos gencives vous intéresse et vous avez bien raison. Ce podcast, Tabac et gencives, a été spécialement créé pour vous aider à prendre en main la santé de vos gencives. Et il a été développé en partenariat avec la Société française de parodontologie et d'implantologie orale, la SFPIO, et contient une foule de conseils qui vont vraiment vous être utiles. Dans cet épisode, découvrez le lien entre le tabac et la santé de vos gencives. L'usage du tabac est néfaste pour notre santé générale, mais également pour notre santé bucco-dentaire. Le tabac est ce qu'on appelle un facteur de risque, c'est-à-dire qu'il peut accentuer un problème. Bien que cela puisse vous sembler difficile, il est possible d'agir sur nos mauvaises habitudes et ainsi améliorer la santé de nos gencives et de notre bouche. Nous allons vous expliquer pourquoi le tabac représente un risque pour nos gencives et comment nous devenons accros. Et surtout, ils vont nous donner des conseils utiles et faciles à adopter au quotidien pour une meilleure santé. Je souhaite donc la bienvenue à Virginie Monet-Corti, chirurgien-dentiste, professeure des universités en parodontologie à l'université d'Aix-Marseille et praticienne hospitalière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la parodontologie, c'est la discipline qui prend soin de la santé des gencives. Nous sommes accompagnés aussi par Jean Lestra, psychologue clinicien et psychothérapeute, spécialiste de l'addiction. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et alors Jean, on va démarrer avec vous et vous aviez une première question. Alors oui, j'ai entendu que les dentistes disent que le fait de fumer entraîne un risque de perdre ses dents. Est-ce que c'est vrai ? En effet, nous avons de très nombreux patients qui nous consultent pour un problème de gencive et qui fument. Alors ce n'est pas étonnant, la consommation de tabac est très fréquente en France. Il y a eu environ 73 000 morts dus au tabac en 2018, c'est la première cause de mort évitable. Et oui, et de nombreux patients précisent aussi fumer des joints qui sont constitués de tabac mélangé à du cannabis. Alors oui, globalement, un joint est plus nocif pour la santé qu'une cigarette, pour plusieurs facteurs, notamment l'absence de filtre, qui rend les bouffées et le volume d'inhalation jusqu'à 4 fois plus important qu'avec le tabac. Mais alors, donc c'est le tabac qui ferait tomber les dents ? Non. Le tabac ne peut pas à lui seul initier un problème de gencive. L'origine des problèmes de gencive repose essentiellement sur la quantité et la qualité de la plaque dentaire accumulée dans la cavité buccale. Le tabac est un facteur de risque d'apparition et d'aggravation des problèmes de gencive. Mais tous ces effets néfastes, le patient ne s'en rend pas compte, ça ne l'inquiète pas ? Et non, il ne s'en rend pas compte. C'est là tout le problème. Le premier signe visible d'un problème de gencive, c'est l'apparition d'un saignement gingival occasionnel lors du brossage des dents ou du passage du fil ou de la brossette interdentaire. Or, chez le fumeur, à cause de la diminution de la vascularisation, c'est-à-dire l'apport sanguin dans les tissus gingivaux, ce signe clinique n'apparaît pas. Ce n'est pas bon signe, car cela reflète aussi les effets néfastes du tabac sur l'ensemble de son organisme. Donc en fait, l'état des gencives du fumeur serait un petit peu le miroir de son état de santé général. C'est un très bon reflet. C'est pour cette raison aussi que notre rôle en tant que professionnel de santé est d'inciter le patient à changer de comportement, c'est-à-dire arrêter de fumer. Non seulement pour préserver ses dents et ses gencives, mais aussi sa santé générale. Jean, pourquoi cet arrêt est si difficile ? Alors en tant qu'ex-fumeur, je peux vous dire qu'en effet, c'est pas le plus facile. Mais Jean. Oui, effectivement, c'est difficile. En partie parce que la consommation quotidienne de tabac ou de cannabis peut rendre accro. Elle peut entraîner un attachement excessif à cette substance, pouvant nuire à notre santé ou à notre vie sociale. Dans le cas de la consommation de tabac, est-ce que c'est le comportement ou la substance qui est addictif ? Alors, les deux peuvent l'être. La dépendance physique provient de la nicotine contenue dans la cigarette. Celle-ci met 7 secondes pour passer du poumon au cerveau et faire son effet. C'est extrêmement rapide et c'est cela qui va venir créer et entretenir l'attrait pour la cigarette. En parallèle de ça, dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie, que ça peut être boire, manger, dormir. La surstimulation de ce circuit naturel va nous pousser à l'activer toujours plus et nous rendre encore plus accro. Ah, alors c'est la recherche de sensations plaisantes qui rend si accro au tabac ? Alors oui, fumer est un comportement et ce comportement résulte d'un apprentissage renforcé et entretenu par une dépendance physique dont on pense que la nicotine est la principale responsable. Mais pas seulement. Il y a également des mécanismes de dépendance comportementale qui vont entrer en jeu, que ce soit l'habitude ou l'influence de l'entourage. Et aussi un aspect psychologique qui va se caractériser par tous les facteurs qui vont faire qu'on a envie d'une cigarette, mais qui ne proviennent pas du manque de nicotine ressenti par le corps, comme pour soulager un état de stress par exemple. Ou le café du matin aussi. Exactement. Et donc fumer est donc un comportement qui va produire d'une part des sensations positives,
que ce soit de détente, de plaisir, de convivialité, qui vont venir renforcer positivement le comportement, et d'autre part des sensations négatives, que ce soit une honte, une préoccupation pour sa santé, qui vont être vecteurs de stress et donc vont également renforcer, mais cette fois négativement, ce comportement. Je commence à mieux comprendre pourquoi c'est si difficile d'envisager l'arrêt du tabac. J'ai en tête des réponses que font certains patients à qui j'ai conseillé d'arrêter de fumer. Ah, on peut avoir des exemples ? Oui. Par exemple, fumer est un plaisir. Alors oui, c'est bien parce que fumer est un plaisir qu'autant de personnes fument. La cigarette est souvent synonyme de convivialité. Mais on peut dire dans ces cas-là qu'il y aura de nouveaux plaisirs après l'arrêt du tabac, que ce soit au niveau des sens, les odeurs, le goût, mais aussi la respiration et puis un sentiment de réussite personnelle face au tabac. Et des économies financières aussi, mais Tout c'est à autre fait. chose. Un autre exemple peut-être, professeur ? Oui, fumer me détend. Alors oui, fumer détend, cela est dû à la nicotine, mais lorsqu'il est sevré, l'ex-fumeur ressent un apaisement, il n'a ni manque ni frustration, et cette phase de sevrage dure quelques jours. Je me souviens aussi de phrases telles que « je ne me sens pas prête à arrêter maintenant ». Alors on verra l'importance de la préparation et de choisir un moment opportun. Il faut s'y préparer convenablement, accepter l'idée que ça ne se fera pas du jour au lendemain, et recourir à des méthodes adaptées à son cas. Mais ce n'est pas une épreuve insurmontable. Il y a tellement longtemps que je fume, ça ne sert à rien d'arrêter maintenant. Bah oui, c'est trop tard. Voilà, à quoi bon ? Dans ces cas-là, on peut mentionner que le risque de développer une maladie grave diminue progressivement pour atteindre celui d'un non-fumeur, et cela, quelle que soit la durée pendant laquelle on a été fumeur et quelle que soit la quantité de cigarettes fumées. Ah oui, c'est très positif ça, effectivement. Alors là, il y a des choses plus simples, plus terre à terre, on va dire. J'ai peur de grossir. Ouais, c'est vrai que ça peut être une être inquiétude. un facteur, et effectivement la prise de poids est une réalité pour certains, mais elle n'est pas systématique. Mais elle reste modérée. On parle souvent de 2-3 kilos, et il est tout à fait possible de limiter la prise de poids par des mesures diététiques, d'hygiène de vie, ou par la prise de substituts nicotiniques. Je n'ai pas assez de volonté, je n'y arriverai jamais. Alors c'est souvent une question de dépendance plus que de volonté. L'arrêt est un apprentissage, et plus on prend de temps pour s'y préparer, plus les chances de succès seront importantes. J'ai peur d'être nerveux, irritable, pour mon entourage notamment. C'est sympa de penser aux autres aussi. Alors oui, c'est vrai, c'est un fait, mais ce sera uniquement en phase de sevrage. Cela dure peu de temps, quelques jours, comme je vous l'avais dit. J'ai fait plusieurs tentatives et je recommence à chaque fois. Alors, c'est très utile pour en tirer les enseignements et se faire accompagner. La rechute fait partie de l'arrêt, et le premier arrêt est toujours le plus difficile. Il ne faut pas rentrer dans la culpabilité après une reprise, mais plutôt essayer d'analyser ce qui nous a fait chuter pour pouvoir remettre en place un projet d'arrêt. Merci Jean. Mais alors, en pratique, comment est-il possible d'arrêter de fumer ? Alors, on ne peut pas forcer l'arrêt, il faut accompagner la personne dans la démarche. Le patient fumeur doit être d'accord pour parler de son tabagisme. C'est important de faire comprendre que c'est un comportement mauvais pour la santé, mais sans jugement moral. Et si le patient ne souhaite pas arrêter de fumer malgré tous nos conseils ? Alors on peut proposer de commencer par une réduction de la consommation, accompagnée d'un soutien thérapeutique. Et si le patient est ambivalent ? Alors si je peux me permettre, ambivalent, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme... Alors l'ambivalence, c'est le fait d'avoir envie d'arrêter de fumer, mais en même temps pas vraiment envie D'accord, d'avoir... le cœur balance quoi. Exactement. Donc si le patient est ambivalent, il faut l'accompagner pour aider à explorer cette ambivalence, c'est-à-dire quels bénéfices il tire de la cigarette, mais aussi quels sont les risques pour sa santé. Alors on va se mettre dans le cas de figure le plus favorable, le patient souhaite arrêter de fumer. Alors si le patient souhaite arrêter de fumer, l'accompagnement par un professionnel de santé est la méthode la plus efficace, et l'accompagnement psychologique est à la base de cette prise en charge. Est-ce qu'on peut y associer des substituts nicotiniques pour diminuer ces symptômes ? Alors oui, dans les substituts nicotiniques, on a deux catégories. Donc les substituts nicotiniques classiques qui sont les patchs, les gommes, Les pastilles. exactement. Et plus récemment est apparue donc la cigarette électronique. Et donc selon l'avis de la Société de pneumologie de langue française et de la Société francophone de tabacologie, les émissions de la cigarette électronique contiennent moins de substances toxiques que la fumée du tabac. Mais c'est encore un phénomène trop récent pour qu'on puisse avoir le recul nécessaire. Donc utiliser des substituts nicotiniques classiques, les fameux patchs ou pastilles, reste à ce jour la solution la plus efficace pour l'arrêt du tabac. D'accord, très bien. Et si malgré tout ça, le patient rechute, comment ça se passe ? Alors, la rechute fait partie du processus d'arrêt. Elle n'est pas systématique, mais très fréquente. Dans ce cas, il est important de rappeler que ce n'est pas un échec. On a souvent face à un discours « j'ai fait tout ça pour rien ». J'y arriverai jamais. Exactement. C'est une première étape qui permet souvent de prendre conscience que l'arrêt et la vie sans tabac est possible. Chaque tentative est une victoire sur le tabac et c'est le premier arrêt qui est le plus difficile. D'accord, donc si je comprends bien, il faut dédramatiser si le patient rechute. Tout à fait. Et analyser les facteurs de cette rechute, identifier les raisons pour lesquelles on a repris le tabac et proposer une nouvelle tentative d'arrêt avec ces facteurs pris en compte. Est-ce que nous, les chirurgiens dentistes, pouvons participer au renforcement de la motivation à l'arrêt et de quelle manière ?
Il est important de soutenir le patient dans sa démarche, le remotiver si besoin en présentant tous les bénéfices que l'arrêt du tabac va pouvoir lui apporter pour sa santé buccale mais aussi sa santé générale, et dédramatiser les potentielles rechutes pour atténuer la culpabilité et l'impuissance que le patient peut ressentir dans ces moments-là. Un grand merci en tout cas à tous les deux pour cet échange. Grâce à vous, nous comprenons mieux pourquoi les problèmes de gencives sont souvent liés à la fumée de cigarettes et qu'il faut arrêter le tabac pour que la prise en charge des pathologies gingivales soit optimale. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour améliorer votre santé dentaire et donc votre santé générale. Vous venez d'écouter Mes gencives et moi, un podcast par Gencil, la marque experte du soin des gencives et produit par Dental Espace. D'autres podcasts, vidéos, articles, avec des conseils utiles et faciles à appliquer vous attendent. Ils ont été spécialement développés pour vous et vous sont proposés en fonction de votre profil, déterminé à partir de notre questionnaire. Découvrez-les.